Je vais présenter Benoît Decron, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée Soulages, Rodez EPCC depuis 2009, anciennement conservateur départemental des musées de Langres et du Sud Haute-Marne, et conservateur du musée de l'abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne. Médiéviste de formation, il se consacre à l'art moderne et contemporain. Il a des publications et des expositions sur Peter Saul, Gaston Chessac, Pierre Soulages, François Rouen, Bernard Dufour, Victor Brauner. En 2009, il est chef de projet du musée Soulages de Rodez, aux côtés des architectes catalans de RCR, qui a eu le prix Ipsiter 2017 pour une construction en maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de Rodez. Le travail de conception s'est fait avec le peintre Pierre Soulages. Depuis 2019, le musée est un établissement public et en septembre 2021, le million de visiteurs a été dépassé. Et Bernard Decron travaille en ce moment sur l'extension du musée Soulages où il va repartir. Pas ce soir quand même, mais demain matin. Voilà. Alors déjà, vous avez un grand bonjour de la part de Pierre Soulages, avec qui j'étais hier. Voilà, donc 102 ans, Colette 101 ans, 203 ans, voilà. Alors il y a un petit point commun quand même avec c'est Jean Dubuffet qui disait qu'il aimait les vieux, hein. Et je veux dire, c'est un truc assez formidable, c'est que c'est un plaisir, c'est juste un petit aparté, mais c'est quand même un plaisir immense que de travailler avec un artiste non pas vivant, mais en activité. Et donc on travaille très très dur actuellement pour agrandir le musée et mettre en route l'agrandissement du musée avant le départ de Pierre et Colette. Sachant que Jeanne Calment, c'est 116 ans. Voilà. Donc d'abord, je tiens à m'excuser pour deux choses. La première, je vous ai pas fait de PowerPoint. Et alors, je fais tellement de PowerPoint que j'en peux plus. Et en fait, je me suis rendu compte hier, en arrivant chez Soulages, que je n'avais pas fait de PowerPoint. Ceci dit, j'ai relu bon nombre des lettres, tout ce contenu. Comment ? Pardon ? Mais en échange, je ne vous le donne pas, mais je vous fais passer un exemplaire. Alors vous ferez quand même attention en le manipulant. C'est un livre relié. Alors s'il est relié, c'est précisément parce que c'est l'usage, quoi, hein. Donc vous pourrez le regarder. Donc de la botanique, voilà. Donc vous n'aurez pas tout perdu, hein. Et la deuxième chose aussi, c'est que je suis en train d'abord, je suis en retard, bien sûr, comme d'habitude, et puis je suis en train de travailler à une préface pour la réédition du Goétan Picon, le travail de Jean Dubuffet. Donc j'ai des tonnes de notes, j'ai des tonnes de lettres, et c'est dense et c'est assez formidable. Il faut reconnaître que je m'amuse bien. C'est grâce à toi, Martine, et puis à Sophie aussi. Et puis j'ai encore des choses à rechercher. Donc j'aime pas, j'ai horreur de ce terme, mais c'est une sorte de work in progress. Et donc je pourrais, je pense, vous lire d'abord parce que je trouve qu'il y a des lettres qui sont vraiment formidables. Et puis je pourrais dériver aussi un petit peu, parce que moi je suis bibliophile, comme vous l'avez compris. Donc j'ai emmené beaucoup de livres. Mais par contre, je ne vous ai pas emmené, parce qu'il est rare, il est fragile, je ne vous ai pas emmené les Murobolus, parce que je les aime bien. Et puis, je ne vous ai pas emmené non plus, ça c'est pour Françoise, je n'ai pas emmené mon Limbourg. J'ai un très beau Limbourg aussi. J'ai hésité hier au dernier moment et je ne l'ai pas emmené. Voilà. Par contre, je l'ai emmené, mais ça, je ne vous le passerai pas. Ça, c'est le premier ouvrage, en fait, sur Dubuffet. C'est le 1944. C'est la lettre de Jean Paulhan. Voilà, ça, c'est à moi. Voilà. Vous savez que les conservateurs, c'est comme les curés. Quand ça meurt, ça donne tout au musée. Vous savez, les curés, ils donnent tout au séminaire. Nous, on donne tout au musée. Bon, on va commencer la conférence. Il faut que quelqu'un soit le maître du temps, comme dans Fort Boyard. Voilà. Je vais essayer de tenir sur, disons, 25 minutes, 30 minutes. Vous tiendrez ? Bon. Tu le fais passer. Alors, je vous demande de faire vraiment très attention à ce livre. Voilà. Alors, le titre que j'ai donné, c'est L'insoumis à l'œuvre, la critique au travail. J'ai rajouté dans le train Work in Progress.
C'est une recherche en cours, comme je vous l'ai dit, pour la préface de la nouvelle édition du travail de Jean Dubuffet, qui est un livre que je connaissais déjà, que j'ai relu, qui est extrêmement dense, qui est vraiment passionnant. Et donc, je tiens à remercier Martine Picon, la famille Picon, tous les gens qui m'ont aidé. Et je remercie également Sophie Webel et l'équipe de la Fondation Dubuffet, qui va me revoir très bientôt. Donc, c'est en fait... j'ai épluché, je sais pas moi, 60, 70 lettres facilement, je me rends pas compte. Je crois qu'on peut encore en trouver d'autres. Et c'est intéressant parce que c'est un peu une histoire qui parle aussi un petit peu de l'histoire de la culture, de l'histoire des institutions, mais de livres aussi. Voilà. Et je crois que c'est intéressant. Ce n'est pas que des histoires d'idées, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je trouve que ce sujet est passionnant. Et puis, c'est l'histoire, en fait, d'un dialogue. Et moi, j'ai appelé ça un peu l'union des contraires. Parce qu'effectivement, la première lettre que j'ai trouvée, elle est de 1960. La première correspondance entre Dubuffet... c'est Dubuffet qui envoie une lettre, je vous la lirai. J'ai quelques petits passages de lettres à vous lire. C'est 1960, et puis ça se prolonge jusqu'à la mort de Gaëtan Picon, c'est-à-dire août 76, avec encore après des lettres de Pierre et donc de Lily à Geneviève, et qui sont très intéressantes parce que ce sont des lettres qui donnent aussi des détails sur Picon. Alors, moi, j'avais appelé ça l'insoumis à l'œuvre, le critique au travail. Alors, ça me faisait rire parce qu'en fait, ces 4 mots étaient en gros interchangeables. Insoumis, on peut penser bien sûr tout de suite à Dubuffet, mais est-ce que Gaëtan Picon est soumis? Je ne crois pas. L'œuvre, il y a une lettre formidable je les connais par cœur, hein, donc il y a une lettre formidable de Dubuffet à Picon qui lui dit en gros, c'est bien, c'est gentil tout ce que vous dites sur moi, mais ne dites pas que mon travail est admirable. Je ne suis pas admirable. En général, les artistes avec un ego conséquent, j'en connais un, hein, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des mots qu'on ne prononce pas dans les années 50 et 60. Le critique. Alors on se demande par moment d'ailleurs si le critique, est-ce que c'est Dubuffet ou est-ce que c'est Picon? Et le travail. On a affaire à 2 travailleurs. Et l'homme du commun, qui est Jean Dubuffet, bien entendu, quelqu'un qui ne parle pas de l'œuvre, bien sûr, mais du travail. Donc j'ai pensé que c'était intéressant d'appeler cette communication comme celle-ci. Alors l'insoumission de Dubuffet, il va la montrer évidemment toute sa vie. On ne va pas refaire l'histoire de Dubuffet. Et il en témoigne avec ce qu'il appelle une véhémence. Et il y a d'ailleurs des courriers aussi où c'est intéressant, où il dit, il essaye un petit peu de doper Picon, puis il lui dit vous êtes pas assez véhément, vous n'êtes pas assez violent, faut être véhément. La véhémence est le moteur de toute chose pour Dubuffet, et il le prouvera toute sa vie. Et puis, une chose aussi qui m'a complètement surpris en travaillant sur ces 2 personnages, c'est ce que Dubuffet appelle le continuum. Donc, c'est des gens qui... alors, quand je fais ça, je vous vois mal. Et quand je fais ça, j'essaye de voir. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, Dubuffet, c'est quelqu'un qui sans cesse travaille énormément. Par curiosité, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'avait fait Dubuffet, en gros, entre la période où il connaît Picon, donc en gros de 60 à 76. C'est monstrueux quand on voit sa bio, les livres qu'il fait. C'est véritablement un bourreau de travail. Et quant à Gaëtan Picon, on se demande aussi comment il arrive à faire tout ça, quoi. Alors, l'insoumission... Je vais donner quelques exemples, mais j'ai retrouvé quand même un texte que je trouve intéressant. Il faut vous souvenir quand même qu'il y a un personnage important qui est mort il y a 2 ans qui s'appelait Michel Ragon. Voilà. Et moi, je travaille beaucoup sur Michel Ragon. Et alors on regarde un peu tous les bouquins qui sont faits à cette époque-là. Ragon, en 59, chez Georges Fall.
de très belles mémoires, parce que le musée de poche, c'était quand même un truc absolument remarquable. Je vous invite d'ailleurs à lire les mémoires de Georges Fall. Il écrit alors, je crois, c'est une lettre que Dubuffet écrit à Michel Ragon, c'est sur l'insoumission. Je crois que la position de mon art et de mes vues sur l'art sont aussi et rangées dans l'ensemble des problèmes et tendances de l'art d'aujourd'hui, qui pourraient l'être par exemple au réseau ferroviaire. C'est assez marrant parce que le réseau ferroviaire, ça fait penser dans la botanique. Il est question quand même qu'on laboure, etc. Il y a ces réseaux. Puis alors, c'est aussi très souvent dans les textes de Dubuffet, il y a les rapports aussi des femmes qui sont dans leur sillon et les hommes qui sont dans leur sillon aussi. C'est absolument pas sexiste, mais c'est très intéressant. Donc, au réseau ferroviaire et aux circulations de grands express, le voyage d'un piéton qui cheminerait sac à dos à travers les betteraves et les terres labourées. Voilà. Donc les betteraves et les terres labourées, bien entendu, c'est un peu l'esprit de Jean Dubuffet. Et ça rappelle un petit peu ce voyage, un petit peu entre le voyage en botanique jusqu'à la gaudriole rurale, qu'est la botanique. Rien que le titre est quand même assez fantastique. J'ai pas tout sur la botanique encore, donc il faut encore que je travaille. Mais vous voyez vous lisez quelques mots et c'est absolument merveilleux. Et alors l'insoumission, elle est chez Dubuffet, tout le temps, puisque dès 43 et 44, on voit les textes qu'il écrit. On voit avec qui il travaille. Il y a toute l'aventure avec, évidemment, Arlan, mais surtout Jean Paulhan, etc., et Ponge, et beaucoup. Comment ? Oui, Limbourg, bien sûr. Enfin, beaucoup de tous ces gens-là. Et ça reste quand même, quand on voit ce texte, où il est c'est l'histoire du peintre Liffu, merveilleux petit texte. C'est toujours des lettres, évidemment, parce qu'à cette époque-là, il y a toutes ces correspondances. Cher Jean Dubuffet, moi peintre, disait le peintre Mifeille, vous plaisantez, je fredonne ma petite chanson. Moi peintre, disait le peintre Soutongpo, vous voulez rire, je fais cuire ma petite casserole. Voilà, ça c'est le texte de Jean Paulhan. Alors, ce qui est quand même assez fantastique, c'est que Dubuffet, toute sa vie, sera au service de l'insoumission, de la véhémence, de la subversion, catalogue de l'Arc, Dubuffet, culture et subversion. Et donc, voilà. Et donc, en réalité, c'est cette idée que, en fait, la subversion, l'insoumission, c'est très important. Quand même, Gaëtan Picon, qui est quand même beaucoup plus rangé, parle d'incivisme. Ça, c'est drôle aussi, parce que la correspondance entre ces deux personnes sont absolument passionnantes. Alors, pour l'insoumission, je vous avais préparé de relire un peu les textes, ils sont célèbres, en 1960, les textes d'insultes extrêmement feutrés entre Jean Cassou et Jean Dubuffet, qui sont des modèles je dirais, d'invectives ouatées, on va dire. C'est absolument fantastique. Mais l'insoumission, c'est toutes les correspondances que Dubuffet peut avoir avec même les gens qu'il aime beaucoup. Je pense en particulier à un type absolument formidable que tout le monde connaît ici, qui est François Matet, qui a fait un travail absolument remarquable, ou comment Dubuffet, dans ses lettres, alors bénédiction aussi à Hubert Damisch, bien sûr, et donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, on ne va pas parler de ça. Moi, je préfère lire quelques lettres et puis ensuite parler des deux livres. Mais par contre, il se trouve que... alors, les livres sur Dubuffet, il y a celui-là qui est très important, 1960. Alors, il est intéressant parce que, évidemment, vous avez le travail qu'a fait Michel Ragon. Michel Ragon, 59, il fait ça. 48, il connaît Yorn. 1959, la rencontre entre Yorn et donc Dubuffet, tout ça, c'est une sorte de mélange. Et donc, le fameux livre de Max Leroux, parce qu'on reparlera de Max Leroux. Donc, Max Leroux, Sophie, autour de 1960,
il commence le catalogue raisonné. C'est ça, hein. Et donc, le fameux livre, qui est aussi un livre très important, le livre de Max Leroux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vous rassure, hein, c'est pas... évidemment, la fiction de culture, 68, on y reviendra tout à l'heure. Le catalogue de l'Arc. J'ai pas emmené le catalogue de Lerne aussi. Et puis, effectivement, entre-temps, il y a notre ami Germain Viat qui a sorti ce livre. Germain Viat, qui s'appelle « L'envers de la médaille, Mondrian Dubuffet, les pouvoirs publics et l'opinion ». Et vous avez à peu près une soixantaine de pages qui racontent une partie de ce que je vous ai raconté, les rapports de Dubuffet avec les institutions. Hein, le haut clergé culturel, voilà, qui existe toujours du reste, parce que à la réflexion, quand on relit Dubuffet, on se dit quand même dans un premier temps, c'est un peu excitant, c'est un peu le Stirner de Max Stirner, vous voyez, l'unique et sa propriété. Dubuffet, c'est un peu le Max Stirner de l'art moderne, et on est intéressé effectivement par ça. Puis après, on se dit quand même, tout de même, il exagère. On se dit quand même, c'est un peu injuste, quoi, ce qu'il dit sur les profs, ce qu'il dit. Et au fond, en le relisant encore tout à l'heure, je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont encore d'actualité. En particulier, un petit détail sur le côté séminariste quand même de certains membres du ministère de la Culture, qui existe toujours, que Dubuffet écrivait déjà dès les années 60 et 50. Donc voilà, j'en ai fini pour ça. Voilà. Alors, évidemment, c'est ce côté insoumis, il va être extrêmement connu. Dubuffet, c'est une espèce de jeu quand même, et c'est pour là où c'est intéressant, c'est là où va intervenir évidemment Gaëtan Picon. Ça, je vais vous en parler, bien entendu. C'est que évidemment, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire, je suis contre l'institution, mais je n'hésite quand même pas à envoyer des lettres à André Malraux pour avoir un téléphone en 1964. Il passe par Gaëtan Picon pour ça, parce que c'était très compliqué d'avoir un téléphone en 1964. Et donc, c'est André Malraux qui règle les problèmes de téléphone de Jean Dubuffet. C'est dans la correspondance. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, ce qui est très important, ce qui est quand même extrêmement important, c'est évidemment la politique de l'art, les théories critiques, etc. Mais c'est un monde à la fois qui est plein de, je dirais, de véhémence, de choix, comme dans le monde de l'art. Il suffit de relire ne serait-ce que les critiques de Michel Ragon, par exemple, et à la fois des gens qui se connaissent très bien, quoi. Alors, ça, c'est dans le... vous êtes peut-être l'unique artiste par qui le scandale arrive encore. Ouais. Malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est Drôle de drame. C'est le film de Carnet. Ouais. Arrive encore... Un consentement général succède aux grandes indignations qui ont jalonné l'histoire de l'art moderne avec le public. Dubuffet a plutôt tendance à se réjouir de cet état de choses. Il lui plaît d'être insurrectionnel, illégal, scandaleux. Voilà. Et ça, c'est Gaëtan Picon qui le dit lors de l'inauguration en 1960, parce que dans les archives, il y a 2 textes. Il faudrait tout vérifier, bien sûr, parce que c'est des textes qui sont très difficiles à lire, en fait. Il faut être un peu paléo, quand même, pour parfois les lire. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Picon, en 60, il a tout compris, quoi. Alors, qu'est-ce que je... Oui, alors... Donc, ça sera un peu à l'aveugle. Alors, ça m'a fait un peu sourire aussi de dire que cette conférence serait à l'aveugle, puisque c'est une lettre de Dubuffet à Gaëtan Picon qui lui dit « Mais, toute façon, en gros, pourquoi vous vous embêtez à mettre des images, à mettre des diapositives? Vous n'avez qu'à parler. » Et qu'en fait, de parler, parfois, c'est aussi important que de voir. Parce que dans la parole, il y a quelque chose. Donc, ça met l'accent aussi...
évidemment, je ne sais pas, moi je fais des congrès d'œnologie, par exemple, eh bien, il y a autant de plaisir à entendre parler d'un vin que de le boire après. Et donc ça, c'est quelque chose que dit très bien Dubuffet, et de toute évidence aussi, vous avez, vous avez aussi quelque chose qui est quand même absolument patent, c'est la qualité des textes, bien sûr, de Dubuffet et de Picon. Et en réalité, quand on regarde leurs textes, ce sont des rhéteurs. En médiéval, on dirait c'est de la disputatio. Hein, la disputatio, c'est que quand c'est thèse contre thèse, on discute, on n'est pas forcément d'accord. Euh, Jean Dubuffet, je ne sais pas exactement pour quel livre, mais il envoie des lettres à Gaëtan Picon pour lui dire qu'il a lu ses livres, mais qu'il n'est pas du tout d'accord. Mais tout ça, c'est très moucheté, c'est très bien fait, et c'est tout ça qui se fait également dans une grande amitié. Il y a aussi des choses dans cette correspondance qui est vraiment très riche. Il y a en particulier un petit carton qui se trouve derrière un... C'est un carton, vous savez, un petit peu comme les magnétiseurs. Et sur ce carton, il y a des conseils littéraires. Donc, comme c'est dans les archives, ça vient de chez toi. Donc, comme c'est dans les archives de Picon, donc je pense que c'est des prescriptions qui ont été faites par Jean Dubuffet. Donc, il y est question quand même de Arthur Schlitzer, Jean Lancelme, Robert Walser, un grand Fritz Zorn, vraiment des grands écrivains. Donc, ils ont ensemble véritablement, je dirais, des discussions sur sur la littérature. Voilà. Alors, j'évacue. Je vous ai présenté les livres. On va aller aux lettres directement et on va les commenter. Alors, il y a deux mondes différents, des destins croisés. On en a parlé, mais d'un côté, vous avez donc bien sûr Gaëtan Picon, qui est donc un grand intellectuel, quelqu'un j'ai pas lu tous les livres de Gaëtan Picon, je serais extrêmement malhonnête de vous le dire, mais j'en ai lu quand même un certain nombre. Et c'est une extrême subtilité. Moi, toi, tu l'as lu, le 1863. Il est sorti juste après celui-là. Donc ça montre un petit peu, je dirais, la souplesse intellectuelle de cet homme. Mais en fait, quand il fait son livre sur 1863, il est aussi question d'insoumission, en fait. Mais en tout cas, vous avez un monde qui est le monde de Gaëtan Picon, qui est 58, la création du ministère, tout le monde le connaît. Malraux l'appelle, directeur général des arts et des lettres. Et puis, tout ce travail extrêmement important que va faire Gaëtan Picon. Il va se trouver là de 60 à 66, je crois, c'est ça, au service de la culture. Et 59, ouais. Et donc, il va être au service de la culture, et donc il va être extrêmement immergé dans ce domaine de l'art. Et c'est autour de 1960, donc, qu'il va y avoir cette rencontre, je pense, avec Jean Dubuffet autour de l'exposition qui est montée aux Arts décoratifs. Mais j'ai noté également 1964, la grande exposition Dubuffet à Venise. Donc là, il y a des courriers, il y a des cartes. Moi, je pense qu'ils se sont retrouvés à Venise, c'est ça. Hein. En 65, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est sur la transformation du Musée national d'art moderne. Alors là aussi, il y a des courriers qui sont très intéressants, mais on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais je vous en donnerai un petit peu le contenu. Et puis après 66, par contre, vous n'échapperez pas au télégramme quand même qu'a envoyé Dubuffet à Picon quand il était libéré de ses obligations administratives. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui est quand même absolument passionnant et qui est quand même extrêmement étonnant entre un homme qui représente la culture et il suffit de lire le texte que Dubuffet va faire dans le catalogue de l'Arc
où il défend véritablement, on devrait, à l'école du patrimoine, on devrait le faire lire, à mon avis, aux étudiants, parce qu'il défend la culture, Picon, et pour autant, il est très proche de Dubuffet, qui, lui, est complètement contre. Et c'est vraiment un drôle d'attelage, et tous les deux, une très belle écriture. Donc, on revient pas sur Dubuffet, parce qu'on en a parlé. Dubuffet, son domaine véritablement 43-54, c'est vraiment la grande période. C'est vraiment la grande période, on va dire, NRF, Gallimard. Ça s'arrête vraiment, je pense, en 1954, avec la grande exposition que René Drouin, qui va faire, je crois, de mémoire, 6 expositions quand même à la galerie René Drouin, donc à Paris, sur Dubuffet. Et après, une nouvelle orientation. La mise en place de la collection de l'art brut, ça, on pourra l'effleurer. Et puis, bien sûr, ce travail, parce que finalement, les relations avec Gaëtan Picon vont quand même l'occuper assez longtemps. Moi, je serais très curieux même de regarder un petit peu dans les archives des institutions ce qui existe, quoi, parce que c'est quand même très étonnant. Voilà. Alors, j'ai sélectionné quelques lettres. Je vais les égrener un petit peu comme ça. Je vais juger si je vous en lis des passages ou non. Je vous rassure, vous n'aurez pas tout. Hein. Et après, je parlerai, pour terminer, des 2 livres. Mais on ne peut pas comprendre ces 2 livres si on ne comprend pas toutes les contributions que Gaëtan Picon va faire et tous les textes qu'il va faire sur Dubuffet. Je pense qu'il y en a facilement 8 à 10. Et ça, c'est formidable. Et en fait, on comprend aussi ce livre-là, puisque c'est un peu une totalisation de sa réflexion. C'est un dialogue, en fait, entre Picon et donc Dubuffet. Alors, j'ai sélectionné quelques textes. Ah oui, alors ça, c'est un texte à Gaëtan Picon, c'est du 21 octobre 1960. La direction du musée des arts décoratifs va organiser l'ample exposition rétrospective qui se prépare maintenant. Ça fait très grand plaisir d'être à même par là de montrer au public parisien tout l'ensemble de ces travaux qui n'ont été exposés jusqu'à maintenant que fragmentairement, par lointaines intermittences, de sorte qu'une très grande partie en demeure inconnue, ce dont je souffrais quelque peu. L'éclatante en-tête de la feuille sur laquelle vous écrivez, donc la direction des arts et lettres, dont vous avez eu la délicatesse de vous excuser. C'est-à-dire, on imagine que Gaëtan Picon envoie une lettre et s'excuse qu'il y ait marqué ministère dessus pour l'envoyer à Jean Dubuffet. Donc, l'histoire du chat et de la souris, c'est assez rigolo. Au lieu de vous en prévaloir, constitue à cette exposition un patronage dont le poids intimidera sans doute, sans aucun doute, ceux qui s'obstinent à ne voir dans mes peintures que plaisanterie et provocation. Voilà. Donc, des lettres comme ça, il y en a un certain nombre dans la correspondance. Et donc, 1960, Picon fait déjà donc le travail de présentation donc c'est l'exposition aux arts décoratifs, fait le travail de présentation de Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet dit tout le temps, c'est 20 ans de peinture, en réalité c'est faux, parce que les premières je dois être 42 ou 44, mais c'est sa première véritablement exposition. Et 1960, ça se fait pourquoi ? Ça se fait parce que Malraux est d'accord, ça se fait parce que François Matet est un type très intelligent, et parce que Picon dit qu'il faut le faire. Mais c'est pas facile, parce que des gens comme... Alors, Jean Cassou, je ne sais pas exactement, mais Bernard Dorival ne pouvait pas supporter Dubuffet, ce qui lui rendait bien, d'ailleurs. Alors là, on rentre dans une autre série de lettres aussi. Et ça aussi, c'est extrêmement passionnant, puisque, en fait, Jean Dubuffet et Picon correspondent autour du Musée national d'art moderne. Alors, c'est une lettre à Picon de Dubuffet.
Je suis convaincu que si le Musée national d'art moderne assumait le rôle qui, si légitimement devait être le sien, de présenter au public avec autorité et la chaleur requise les innovations actuelles de la création d'art, l'effet serait immédiat et retentissant sur la presse d'abord et par la presse sur le public. Après cela, sur la création d'art elle-même, qui s'en trouverait très vite en France, j'en suis sûr, revivifiée et relancée. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de courriers de Dubuffet et des échanges avec Gaëtan Picon. Et c'est important parce que ça sous-tend aussi ce livre, parce qu'il y a un chapitre, en gros, là-dessus, où il dit, ben voilà, bon, il ne s'entend pas visiblement, en 1945, Cassou, avec ses faits de résistance, le Comité national des écrivains, etc., il est à la tête du Musée national d'art moderne, il va y rester jusqu'en 1965, donc il va quitter le Musée national d'art moderne sous la houlette, entre guillemets, de Gaëtan Picon, et Dubuffet, bien sûr. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est... Alors, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais... Car, or, voici que votre décision fait soudain basculer ces humeurs nihilistes, et je voudrais de tout cœur vous assister et seconder. Et alors, effectivement, il existe aussi des courriers où donc Gaëtan Picon communique en fait avec donc Dubuffet pour savoir ce qu'ils doivent faire, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est la naissance du CNAC. Voilà. Et c'est quand même intéressant de savoir que Dubuffet y est vraiment pour quelque chose. Puis il y a aussi une petite phrase que j'aime bien aussi, une lettre de Dubuffet à Picon, il faut la bagarre, il faut provoquer la bagarre. Voilà, ça c'est... Alors il y a aussi une lettre à Malraux qui est célèbre, elle est publiée aussi dans Prospectus, c'est de Dubuffet. Je me demande si vous êtes parfaitement informé du discrédit qui frappe partout à l'étranger le musée d'art moderne de Paris, de la dérision dont sa gestion fait unanimement l'objet dans les propos tenus par les personnalités des milieux artistiques en tout pays, et aussi de l'opinion qui, à cadence accélérée, se répand maintenant partout d'une démission de Paris sur le terrain de l'activité artistique vivante. Voilà. Et ça, c'est vraiment le nanan, en fait, des années 64, 65, 66. On ne parle que de ça. En gros, virer Cassou, à la place, essayer d'avoir des nouveaux jeunes qui vont reprendre tout ça et dissocier le Musée national d'art moderne, qui n'est jamais qu'une antenne du Louvre, en gros, hein, et faire le CNAC, qui va devenir un peu plus tard, bien sûr, le Centre Pompidou, et dans le comité de préfiguration, Gaëtan Picon fait partie. Voilà, c'est quand même important. Bon, je vous passe tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est des lettres aussi. Ils expliquent quand même. C'est Picon qui envoie une lettre à Dubuffet pour expliquer tout ça, comment ça va marcher. Centre national des arts contemporains reprendrait les locaux et actuels musées d'art moderne. Et ça serait fait à la fois chronologique et qualitatif. Et les plus anciens, donc les œuvres, et donc je pense aussi les conservateurs, rejoindraient le Louvre, et d'autres devraient disponibles dans les caves aussi vite. Alors oui, quant aux personnes chargées de ces actions, avec la liberté absolue, et donc il parle de jeunes, quoi. Il dit en fait que c'est pas possible qu'il n'y ait pas des gens de moins de 40 ans. C'est aussi des échanges de correspondance, que c'est pas possible qu'il n'y ait pas des gens de moins de 40 ans qui s'occupent de l'art contemporain. Voilà. Bon, ça, on paraît rapidement. Ça, c'est quoi non, ça, rapidement. Ah oui, c'est le télégramme. Ah, je ne trouve plus le télégramme. Il est merveilleux. Ah oui, c'est un télégramme qui est envoyé le 20 octobre 1966 à Gaëtan Picon, qui, alors, je ne sais pas pourquoi il se fait envoyer son télégramme au restaurant Marty, 20 avenue des Gobelins à Paris. Ouais. Très heureux, applaudir votre dissociation du corps national d'endoctrinement. Vous adresse affectueuses félicitations des îlots de récalcitrance. Alors, ça, c'est le texte qui a été écrit par Dubuffet, mais il y a aussi le texte qui a été écrit par le préposé des PTT. Ça devait être le même qui devait mettre les téléphones donc à la Fondation Dubuffet.
Et donc, en fait, à ce moment-là, il y avait encore des fautes supplémentaires. Sauf que là, il y avait déjà du jargon. Parce que les îlots de récalcitrance, ça peut passer CALCITRANCE, ENCE, endoctrinement aussi. Donc, c'est quand même très important. Donc, à partir de 66, eh bien, évidemment, c'est la grande liberté de Gaëtan Picon. Et donc, c'est l'aventure éditoriale des fameux livres dont on va parler maintenant. Voilà. Mais il est absolument indispensable de comprendre que, en réalité, la vie de ces deux hommes, extrêmement brillants, elle est faite de... Il y en a un qui est un petit peu, véhément, etc. Et il y a l'autre qui est extrêmement bien élevé. C'est vraiment étonnant, cette correspondance, elle est vraiment extrêmement intéressante. Et alors, il y a un épisode aussi qui est très intéressant, mais là, c'est pareil, je ne vais pas vous le lire. Enfin bon, pourquoi pas, il y a 5 lignes, 6 lignes. C'est donc dans le fameux catalogue de l'Arc, qui s'appelle Dubuffet, Culture et Subversion. Il y a des articles à peu près de tout le monde. Il y a les amis de Dubuffet, donc il y a Argan, il y a Gilbert Lascaux, Raymond de Moulin, qui le vante régulièrement, René de Solier, que moi j'adore, Georges Limbourg, bien sûr, Gombrowicz, duquel il s'est amouraché. Dubuffet, il y a une correspondance aussi très intéressante avec Gombrowicz et Max Leroux, c'est un peu inévitable. Et donc, il y a les notes de Dubuffet qui vont faire le corps du texte de l'Axe-Fiction de culture. Donc ces notes, on les trouve dedans. C'est extrêmement choquant. Enfin, je veux dire, c'est quand même... il y a à peu près une 50aine de notes, c'est extrêmement choquant. Et donc, en fait, il y a, pendant quelques mois, une cessation de toute véritablement relation entre Dubuffet et Gaëtan Picon. Alors, il y a la lettre à Gaëtan Picon de Dubuffet. « Vous ne m'aimez plus. Vous ne me faites plus le moindre signe. Un nombre considérable de journées s'est écoulé depuis celle qui avait été fixée pour vous, que vous veniez me voir à mon atelier de la rue Labrouste, où étaient mes travaux pratiques de déculturation de la peinture. Il y a de cela de nombreux mois, et vous avez ajourné, signé cette enquête, ce développement de mes travaux pratiques. Vous ne voulez plus rien en connaître. C'est la mobilisation anticulturelle de mes notes pour l'Arc qui vous a fâché. Et vous avez décidé de vous dissocier de cette action en voyant ses ressorts clairement énoncés. C'est, j'en suis sûr, après débat, que vous avez pris cette décision de renoncer à toute collusion avec le subversif. L'agite-propre, c'est quand même très important chez Dubuffet. Et vous confirmez dans la voie d'obédience culturelle, où il est vrai que vous excellez avec magistrale aisance. Et paf, c'est ça leur correspondance. Et c'est passionnant parce qu'en réalité, ce texte que Dubuffet, c'est une réponse en fait à l'Axe-Fiction de culture. C'est la lettre à Jean Dubuffet. Et c'est très intéressant parce qu'il parle de la culture. Et il parle bien sûr du travail qu'il a fait dans le cadre de la culture. Et il essaye de concilier, Gaëtan Picon, les recherches culturelles, la réflexion, tout en ayant conscience, je dirais, de la dénonciation de l'état culturel par Dubuffet. Je ne crois pas tout à fait juste votre description du fait culturel. Si vous avez raison d'opposer culture et création d'art, de dire que la culture est la dégradation de l'art, l'art est pourtant à l'origine de la culture. Ce que roule la culture, c'est ce qui a été, et vous avez l'attention de faire vœu pour ce qui sera, et ce qui a été est venu au monde, mort-né, en plein d'une vie où il reste quelque chose. Où commence, où s'arrête la vie? Il me semble que c'est la seule question. Que la culture comme institution, pompe funèbre, révérence imposée aux dates anniversaires pour les monuments regardés de loin et admirés sur parole soit hypocrite et maléfique, assurément. Et ça, c'est Gaëtan Picon qui écrit ça. Et c'est vraiment un texte, tout le texte est génial, c'est un texte pondéré, c'est un texte d'une très grande intelligence qui explique qu'il y a des cultures, en fait, et qui explique le ministère
le ministère de la Culture, tel qu'il a été, qui d'ailleurs n'était pas ministre du ministère de la Culture en 58, ça s'appelait pas comme ça, c'était un autre nom. Et c'était Ouais, ouais. Et c'est assez fantastique parce que finalement, Picon a un rôle extrêmement important. Il est dans le bureau quand Dubuffet ou François Matet essaye de convaincre l'institution culturelle que Dubuffet veut faire une donation en 67 de ses œuvres au musée des arts décoratifs. Alors Dubuffet, il le fait pourquoi? Il le fait pour emmerder l'État, parce qu'il sait qu'il pourra... c'est souvent il y a des gens qui fonctionnent aussi comme ça, qui disent ben, je vais le faire et si je refuse, j'ai des arguments. Si on refuse, j'ai des arguments. Et en fait, ça se passe pas très bien avec Raymond Cognat, pour ceux qui se souviennent de lui, et qui était un inspecteur des Beaux-Arts. Et finalement, il y a cette donation, et donc après, il faut faire l'exposition en 67. Et là encore, Gaëtan fait le discours, un superbe discours que je vais vous épargner, mais qui est absolument formidable parce que justement... Ah oui. Oh là là, 5 minutes. D'accord. Bon, je vais vous lire juste... Je vais vous le dire, puis je vais vous présenter les livres. En fait, quand il est question de faire... je les connais à peu près par cœur, les lettres, donc il faut me faire confiance. Quand il est question de faire ces deux livres se font quasiment en même temps. Non, celui-là et donc la botanique. Donc en fait, ces deux livres se font en même temps et il est question, les premières mentions de la réalisation d'un livre, tous les deux sont publiés en 73, et la première mention en fait qui est faite d'un livre, c'est 1969. Et en fait, Dubuffet, alors il est pour et il est contre. C'est-à-dire qu'il dit oui, mais bon, ce qui ira, c'est quand même la littérature bourgeoise, c'est des livres d'art. Moi, je fais pas de livres d'art, je fais pas de beaux livres, etc., etc. Et là, c'est les sentiers de la création. Hein. Et ce livre-là aussi, il le soigne particulièrement Dubuffet parce qu'il lui envoie à l'île de Ré, il lui envoie énormément de livres, dont le Max Leroux, qui est ici, qui les gratigne quand même assez largement, tous les deux les gratignent assez largement dans leur correspondance, parce que Max Leroux écrit qu'en fait, il fait une distinction entre matière et forme. Or, une des grandes thèses de Dubuffet et bien sûr de Gaëtan Picon, c'est justement que matière et forme, ça forme qu'une seule chose. Voilà, en gros. Hein. Et donc, c'est une partie très importante du livre d'expliquer que tout ça, c'est la même chose. Et quand il fait ce livre, bien entendu, aussi, il utilise... Alors, il dit bien sûr que il est lourd. Il y en a 4, hein. Évidemment, il est lourd. Et il dit que le Leroux, finalement, il le laisse à la maison, quoi. Et donc, en fait, il travaille beaucoup sur, évidemment, sur Damisch. Hein. Et donc, il y a 4 parties dans ce livre. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a la première partie, ça s'appelle L'effet du buffet. L'effet du buffet, c'est un texte qu'il avait écrit, je crois, en 67. C'était le discours qu'il avait fait pour le Musée des Arts Décoratifs. Il y a une deuxième partie qui est une deuxième partie. Je vais le trouver. La description du livre, voilà. Donc la première partie, c'est l'effet du buffet. La deuxième partie, c'est la tentative de description, le fil des travaux. Et ça, c'est absolument formidable, parce que Dubuffet ne voulait pas de choses luxueuses, donc il n'y a que du noir et blanc. Hein. Mais c'est d'une précision au niveau de la description. En particulier, ça commence par une œuvre qu'adore, donc c'est Les Gardes du corps, qu'il adore en fait Gaëtan Picon. Et il y a, je vous assure, j'en ai lu quand même pas mal sur Dubuffet, c'est d'une description, c'est absolument formidable. Après, ça s'appelle La tentative de description au fil des travaux. Donc on voit bien comment il explique tout ça. Il explique aussi que donc le fond, la forme, c'est la même chose, que Dubuffet, c'est un continent. Il explique aussi une chose très importante
que si on voit Dubuffet et qu'on n'a pas à côté tout l'appareil critique, on a l'impression que Dubuffet, c'est toujours privatif, anti, quoi. Or, je pense que c'est le premier à avoir bien fait comprendre que être anti quelque chose, c'est aussi un exercice. Et ça, il l'explique très très bien, Gaëtan Picon. Et puis, il explique aussi que c'est un continent. Il explique le transsubstantiel aussi. Alors, transsubstantiel, c'est religieux. Hein. C'est l'hostie, c'est le corps. L'hostie, le corps, en fait, c'est la religion catholique. Il explique aussi très très bien le rapport entre le logos et le cosmos. Il explique que tout ça n'a pas vraiment de frontières. Et je crois que c'est le premier à le faire. Mais à côté de ça, il avance sur les tentatives d'interprétation. Alors il y a tout un tas de tentatives d'interprétation aussi extrêmement intéressantes. Et la troisième partie, c'est la situation des travaux art brut et art culturel. Donc là, c'est tous les articles que lui a fait, Gaëtan Picon, qui sont confrontés avec, je dirais, avec la méthode Dubuffet. C'est en fait, ce livre-là, c'est le résultat de 13 ans de fréquentation de Dubuffet, quoi. C'est extrêmement précis. Et c'est toujours pondéré. Et il dit parfois qu'il n'est pas d'accord avec Dubuffet, qu'il exagère, en particulier sur l'art brut. C'est vraiment un livre, moi je trouve absolument remarquable. Voilà. Donc ce livre-là est sorti. Donc Dubuffet, que ce soit de Vence, de Paris, à l'île de Ré, il envoie des livres et des livres et des livres. Il envoie même des notes, etc., pour que ce livre soit terminé. Et au même moment, il est question de faire les sentiers de la création. Alors c'est là, il y a aussi une lettre où il dit les sentiers de la création, en gros, c'est trop beau pour moi. Je me vois pas là-dedans. C'est des livres de bourgeois. Vous remarquerez que les sentiers de la création, celui que vous avez entre les mains, c'est exactement. On en parlait tout à l'heure. Masson. Mais là, c'est Dubuffet. C'est juste à la fin qu'on voit que c'est donc Gaëtan Picon qui a fait ce livre. Et c'est un livre remarquablement bien fait. Je vous rappelle quand même que Dubuffet, en 1944, en 1945, en 1946, avec Jean Paulhan, avec René Drouin, avec Michel Tapier, mais aussi avec Fernand Mourlot, avec l'imprimerie Union. Hein. Vous savez que entre 45 et 50, il n'y a pas d'argent pour faire des livres, donc on fait des livres avec des papiers de très mauvaise qualité. C'est là où intervient la fameuse imprimerie Union. Donc il fait des très beaux livres. Hein. Et donc il retrouve, en fait, dans ce livre de jargon, on parlera un peu 2 minutes du jargon, il trouve quelque chose d'absolument formidable à faire, et il le fait avec Skira. Parce qu'il disait, oui, mais j'ai vu des livres de Skira, c'est trop beau pour moi, quoi. Par contre, en 1973, il envoie immédiatement Dubuffet une lettre à Albert Skira, c'est dans tes archives, les archives Picon, pour dire qu'en fait, c'est absolument remarquable, qu'il n'a jamais vu un aussi beau livre, qu'il a reçu ce livre, et voilà, quoi, c'est merveilleux, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors, j'avais noté ça quelque part, mais il y a toute une série de livres, il y en a 4 ou 5 qui ont été faits comme ça. Plus qu'il fait beau, plus qu'il fait noir, moins qu'on y voit. Je les ai tous. La bonne femme à Bébert. Alors, il va les faire. Alors, il les fait pas toujours tout seul. Hein. Il va les faire avec Pierre-André Benoît, quand même. Pab. Il va les faire aussi avec Pierre Bettencourt. Hein. Voilà, j'ai eu la chance de bien connaître Pierre Bettencourt, qui était un type absolument incroyable, qui avait cet amour du livre, qui lui aussi faisait du jargon. Alors, c'est quoi cette histoire, en fait ? L'histoire de Dubuffet, c'est quand même un peu l'histoire d'un grand bourgeois qui veut s'encanailler ouvrier. Et c'est parce que son père est marchand de vin qu'il a de l'argent pour faire de l'art. C'est vrai, mais c'est formidable, c'est une belle histoire, parce qu'il a eu le temps de faire ce qu'il voulait faire, et que quand il s'est mis en couple avec Lily, il a tout de suite découvert un univers populaire, un univers de la gouaille, qui va devenir pour lui véritablement sa deuxième nature, même sa première nature, parce qu'il suffit de voir la correspondance que Dubuffet peut avoir avec Gaston Chessac. Moi, je prépare actuellement la publication Jakowski-Chessac. Donc, c'est extrêmement sincère, et c'est très beau cette écriture. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est du jargon.
Alors, le jargon, il ne faut pas se tromper sur le jargon. Le jargon, ce n'est pas du patois. Jargonner, c'est parler un langage que vous seul, vous pouvez connaître. Le cordonnier, il a un jargon. L'oujbem, il a un jargon. Donc le jargon, c'est un vocabulaire particulier, une manière de parler que les gens parlent, mais c'est pas du patois. C'est pas une langue, dénaturée. Et le jargon de Dubuffet, c'est évidemment une dissociation des mots, mais c'est une histoire aussi avec les mots, et c'est vraiment un truc absolument formidable, et qui est vraiment, je pense, une invention de Dubuffet et de Bettencourt. Et ce jargon, la botanique, eh ben, c'est une très belle c'est une très belle réalisation, je dirais, d'édition, puisque si vous regardez bien, vous allez voir que par endroits, le papier est grainé. Par moment aussi, ils ont flashé du papier craft. Il y a évidemment dessus aussi, parce que ça, c'est une fascination de Picon, tout ce qui tourne autour de l'ourloupe. Hein. Et donc, la botanique, bah, c'est une description de ce qui se passe dans un jardin. C'est la vie d'un jardin, mais c'est assez étrange parce qu'il y a une espèce de... on y sent à la fin une espèce de gaudriole des légumes entre eux, quoi. Il y a un très beau conte de Chessac qui s'appelle La carotte sauvage. Et voilà, c'est un livre absolument merveilleux. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est la métaphore de la culture, bien sûr. Et il y a absolument tous les légumes du jardin. Et voilà. Bon, j'arrête là parce que sinon. C'est bien. Donc, la carotte sauvage.